Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode avec la superstar scientifique. C'est ainsi que la nomme ses pairs. Bonjour, Yasmine Belkaïd. Bonjour. Qui êtes-vous ? Je suis Yasmine Belkaïd, je suis une scientifique. Je fais de la recherche depuis maintenant une trentaine d'années sur les relations entre les microbes et le système immunitaire. Et aujourd'hui, je suis la directrice générale d'Institut Pasteur. Alors, vous avez été nommée il y a 2 ans tout juste, c'était en janvier 2024, puisque vous avez fait une grande partie de votre carrière aux États-Unis durant 30 ans. J'ai envie de vous poser cette question. Est-ce qu'il y a un événement marquant dans votre carrière professionnelle, dans votre vie privée, qui vous a bouleversé ? Il y a énormément de choses qui m'ont bouleversée dans ma vie professionnelle parce que la science, la découverte, c'est toujours des moments bouleversants. Donc, ce qui m'a bouleversée de façon positive, c'est des découvertes. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on a compris que le microbiote contrôle le système immunitaire. Et ce qui m'a bouleversée récemment, c'est l'attaque contre la science. Alors, l'attaque contre la science, puisque vous avez vécu 30 ans aux États-Unis, elle est menacée, cette science, aux États-Unis. Vous dites, les États-Unis sont en train de se suicider. Ils sont en train de détruire un système qui était le système le plus puissant de recherche au monde. Les États-Unis avaient fait quelque chose de très intéressant au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient investi énormément de ressources pour être sûrs que la recherche à risque, la recherche qu'on appelle fondamentale, était protégée. Et c'était vraiment assumé par le gouvernement comme une force pour la société, pour la démocratie et pour le système économique. Et depuis maintenant des décennies, les États-Unis sont la première puissance de recherche au monde. C'était un système de recherche libre qui était entièrement reviewé par les scientifiques eux-mêmes, qui n'était pas contrôlé par un agenda politique. Et aujourd'hui, ce système est vraiment en train d'être détruit. Donc, ce sont des coupes de budget, ce sont des chercheurs qui ne pourront plus exercer aux États-Unis, ce sont des maladies peut-être qui ne seront plus soignées par manque de médicaments. C'est beaucoup de choses. C'est d'abord un agenda en fait idéologique dans lequel une science devient maintenant contrôlée par des idées. Par exemple, les vaccins ne sont plus une réalité pour une grande partie du gouvernement américain et notamment le leadership du gouvernement qui ne croit plus en fait aux puissances des vaccins. Donc en fait, toute la recherche sur les vaccins est en train d'être éliminée. Ils sont en train d'éliminer aussi toute la recherche sur les surveillances pour les pandémies, par exemple. Ils sont en train d'éliminer la recherche sur la santé de la femme. Ils sont en train d'éliminer la recherche sur la diversité génétique. Ils sont en train d'éliminer toute recherche sur les changements climatiques. Donc ils sont en train d'éliminer des pans entiers de la recherche qui est absolument fondamentale pour le futur de la société. Ce sont quoi les conséquences à court terme ? Alors, des conséquences à court terme, elles sont très réelles. C'est-à-dire que le désengagement des États-Unis sur la recherche, mais aussi sur la santé globale, a des conséquences immédiates. Par exemple, le retrait presque immédiat après l'arrivée au pouvoir du gouvernement actuel a été d'éliminer des grands programmes en fait de protection des populations, notamment dans des pays à bas niveau économique. Donc, il y a en fait un arrêt complet de médicaments qui sont nécessaires pour la prévention contre le sida ou le traitement contre le sida ou la tuberculose. Donc, de façon très, très concrète, il y a déjà des gens qui vont en fait mourir de maladies qui étaient en fait contrôlables. Il est prévu, et ça a été en fait dit par le Lancet, qu'il y aura un minimum de 14 millions de personnes qui vont mourir en plus, dont au moins 4,5 millions d'enfants. Donc ça, c'est immédiat et concret. D'autres éléments qui se produisent, c'est l'arrêt de programmes de recherche. Donc des scientifiques qui étaient engagés dans la recherche sur les changements climatiques, sur la santé de la femme, sur les vaccins, leur programme de recherche s'arrête. Donc en fait, des scientifiques eux-mêmes qui sont complètement arrêtés dans leur trajectoire. On peut voir en fait une grande partie de ces scientifiques qui maintenant arrivent en Europe, qui rejoignent en fait d'autres pays pour trouver une forme d'asile scientifique. Et comment peut-on arrêter cette hécatombe ? Comment arrêter ce qui se passe aux États-Unis ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait que les scientifiques dans le monde entier se mobilisent ? Alors, je vous ai écouté, vous avez fait une conférence à Blois avec les historiens, et le début de votre discours, c'était de dire « Nous devons raconter l'histoire de la science ». Et c'est vrai que quand je vous ai écouté, à la fin de votre discours, je me disais « C'est vrai qu'on l'a oublié et qu'on oublie ce que nous a permis la science aujourd'hui ». Oui. Et c'est intéressant cette mémoire, cette absence de mémoire que l'on a. En fait, nos grands-parents se rappellent d'un monde dans lequel on mourait de maladies infectieuses. Dans certaines parties du monde, ça se produit encore.
Et cette absence de mémoire de ce que la science a fait, ou même la réalité de ce que la science fait aujourd'hui. Aujourd'hui, une grande partie des cancers du sein sont curables. C'est la science qui l'a apporté. Et il y a une forme de banalisation de ce qui se passe et ne pas se rendre compte que derrière ce qui change la vie des gens aujourd'hui vient entièrement de la recherche. Donc, on ne raconte pas les histoires. On prend un traitement, mais on oublie de raconter l'histoire de ce traitement. On prend un vaccin et on oublie de se rappeler que sans ces vaccins, un enfant sur 2 ne serait pas là aujourd'hui. Donc il faut qu'on commence à raconter ces histoires, de raconter l'importance de la recherche, non seulement pour ce qui est d'avant, mais ce qui est du futur. La recherche, c'est ce qui est en train de changer nos vies, qui a transformé la médecine, qui apporte de nouveaux traitements. C'est vraiment des messages d'espoir et qui sont complètement oubliés. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme exemple pour rafraîchir la mémoire du grand public et leur expliquer ce que la science a permis au début, par exemple, du XXe siècle? Bien entendu, il y a les vaccins, il y a les antibiotiques. Il faut se rappeler que sans les vaccins et les antibiotiques, avoir un enfant était presque une condamnation à mort, puisqu'une femme sur 2 pouvait mourir en couche. Donc il faut se rappeler aussi de ce qu'a voulu dire en fait les vaccins et les antibiotiques qui ont complètement changé la trajectoire de l'humanité. Donc, donc ça, c'est des exemples extrêmement précis, en fait. Mais il y a aussi bien d'autres choses. Si on pense, par exemple, de façon beaucoup plus récente, la découverte, par exemple, que les cancers répondaient à notre propre système immunitaire et qu'en fait, d'utiliser notre système immunitaire contre les cancers pouvait devenir une arme. C'est ce qu'on appelle l'immunothérapie. Ça, c'est vraiment venu d'une observation d'un chercheur qui voulait vraiment comprendre dans des modèles expérimentaux le concept de tolérance du soi. C'est venu de la recherche fondamentale qui maintenant est en train de changer la donne pour une grande partie des cancers. Donc il y a énormément de traitements absolument révolutionnaires qui sont vraiment venus et qui viennent entièrement de la recherche fondamentale. Alors, votre message, c'était de dire il faut se mobiliser. Et je suis là devant un parterre d'intellectuels qui, a priori, ce sont des historiens, n'ont pas oublié l'histoire. Et vous leur rappeliez quand même tout ce qu'avait fait la science et de leur dire j'ai besoin de vous. Mmh. Je pense qu'on a besoin de toute la société. On a besoin que tout le monde se rappelle de façon collective de l'importance de la recherche. Aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel on est en train de voir la plus grande puissance économique du monde et la plus grande puissance de recherche du monde qui est en train de changer la narrative de la recherche et qui est en train de compromettre l'éthique de la recherche. C'est un moment très particulier que je n'aurais jamais pu penser vivre dans ma vie, c'est-à-dire que tout ce que l'on a construit collectivement, un système de validation de la science, un système de formation scientifique, un système du collectif, est en train d'être compromis. Il y a en fait des implications très très graves pour la santé humaine, pour les valeurs que l'on porte, pour notre démocratie, ce que veut dire la vérité par rapport à l'opinion, comment on va protéger nos enfants demain, comment on va protéger les personnes qui sont les plus fragiles dans nos sociétés. Donc c'est un moment dans lequel il y a une vraie guerre en fait contre la science et contre l'idée qu'il soit vraiment que ce soit une peer review. Ce qui est effrayant aujourd'hui, c'est que le gouvernement américain veut porter un message que l'opinion est la même chose que la recherche et les experts scientifiques. Donc on met en fait sur le même plan une opinion, une idée, par rapport à en fait le poids de milliers et de milliers de scientifiques qui ont en fait contribué à la science. C'est vraiment là où on vit aujourd'hui. Est-ce que vous qui étiez aux États-Unis, vous l'avez senti arriver et d'où vient cette méfiance des scientifiques? Je suis pas forcément sûre qu'il y ait une méfiance des scientifiques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus qu'il y ait une indifférence. Est-ce qu'il y a vraiment une méfiance du scientifique? Il y a une étude qui a été faite assez récemment par Eddie Larson qui en fait racontait, et c'est une très belle étude qui prend un peu du recul et qui dit c'est pas vraiment une question d'être effrayé par la science c'est plutôt qu'en fait on ne sait pas ce que la science. On est devenu irrelevant. La science n'est pas racontée. Nous ne sommes pas des pouvoirs politiques. Nous ne sommes pas à la table. Nous sommes en fait devenus un élément périphérique. En fait, c'est le succès de la science qui nous a rendus invisibles. Et je pense que là, il est temps qu'on redevienne visible et qu'on redevienne en fait des acteurs visibles d'une société. Et ça fait partie de ce dialogue qu'on a aujourd'hui. On l'a vu aussi durant la crise sanitaire dans le monde entier, cette défiance, notamment des vaccins aussi. Il y avait quand même du complotisme autour de ces vaccins, de la désinformation. Donc, est-ce que le fossé ne s'est pas creusé à ce moment-là aussi vis-à-vis des scientifiques? Il s'est sans doute posé il s'est sans doute creusé pour une raison. Si on n'explique pas
ce qu'est un vaccin ou le processus de validation d'un vaccin et que l'on dit « croyez-moi, je suis l'expert », là aussi il y a un problème. Je pense qu'on ne peut pas arriver avec une forme d'arrogance d'expert et attendre que les gens nous croient. C'est tout à fait légitime qu'il y ait une résistance. Donc ça revient en fait sur le problème de remettre la recherche et la validation de la recherche comme une connaissance de la société. Un vaccin ne sort pas en fait par magie d'une compagnie qui veut faire de l'argent et nous injecter des choses qui sont absolument bizarres. Un vaccin, c'est 30 à 40 ans de recherche. Ça vient en fait d'une découverte un jour d'un scientifique dans un laboratoire qui fait une découverte. Et puis un jour, cette découverte est validée par d'autres. Un jour, elle est transformée. Un jour, elle est multipliée, elle se démultiplie. Et un jour, elle devient une application. Un jour, au travers de milliers et de milliers de réplications au travers du monde, cette découverte devient peut-être un produit. Ce produit maintenant est validé. Il y a des systèmes de sécurité, de safety. En fait, si on devait raconter ce qu'est la découverte et le produit, on parle en fait d'un collectif de milliers et de milliers de gens qui ont cross-validé des faits. Donc, moi, je suis extrêmement rassurée lorsque je prends un médicament, un vaccin, parce que je sais ce qui se passe derrière. Mais il est peut-être important que tous ensemble, on rappelle aux gens quels sont ces niveaux de sécurité, comment la découverte est faite, comment les faits sont vérifiés et comment ce qui est découvert il y a 30 ans, un jour, arrive et nous est injecté pour nous protéger. C'est vrai que tout ce que vous expliquez, on se dit oui, il y a une sécurité, évidemment, avec tous ces process. Mais durant la crise sanitaire, c'est allé très vite. Les vaccins sont sortis, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est tout le paradoxe aussi. C'est-à-dire qu'on attend des scientifiques que le produit sorte le plus rapidement possible, parce qu'on est dans une crise et qu'il faut trouver la solution. Et en même temps, le fait que ça sorte très vite, ça vient instiller le doute. Alors, il ne s'est pas sorti très vite. Et là, à nouveau, je reviens sur pourquoi on n'a pas été bon à la narrative et expliquer tout ce qui se passait. Ces vaccins, ils étaient déjà en train de développer. mRNA vaccine était déjà une technologie qui était utilisée et testée pour d'autres applications. Donc, les éléments de safety avaient déjà été faits. Et ça, en fait, on a utilisé les mêmes vaccins pour une autre molécule. Mais tout était déjà là. En fait, j'étais au NIH à l'époque et on travaillait sur ces vaccins avec d'autres pour d'autres recommandations infectieuses. Donc, c'est pas en fait que ce vaccin est allé très vite, c'est toute la technologie était là et dans le monde entier, tous les gens qui avaient des vaccins et des plateformes se sont mis ensemble et ont utilisé les antigènes qui avaient été découverts et les ont testés avec différents types de plateformes qui avaient été prévalidées. Et donc, c'est ça, en fait, qu'on n'a pas raconté. Et donc, les gens ont cru, c'est tout d'un coup, on nous parle de safety, on nous parle de tous ces éléments de safety, et quelques mois plus tard, un vaccin sort. Donc, je pense qu'effectivement, c'était normal et légitime pour les gens. Si on n'expliquait pas, en fait, ce qui s'était passé, si on n'expliquait pas qu'en fait, avant, il y avait eu énormément de recherches qui avaient été faites sur ces mêmes plateformes vaccinales, il est normal que les gens, de façon tout à fait légitime, se posent des questions. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on change la façon dont on communique, il faut qu'on soit beaucoup plus capable d'expliquer le détail et en fait être là pour écouter les anxiétés des gens, y répondre. Que les gens soient anxieux, c'est tout à fait normal. Je veux dire, il faut absolument y répondre avec respect, avec pédagogie. Il faut absolument qu'on se remette dans une situation où on peut expliquer absolument tout ce qu'on fait et pourquoi. Les scientifiques en ont pris conscience de ce manque de communication parce qu'ils ils communiquaient tous, ils étaient sur les plateaux, on les écoutait religieusement tous les jours. Donc, comment vous l'expliquez qu'il n'y ait pas eu cette communication? Est-ce que c'est pas dans votre ADN? Non, ça n'est pas dans notre ADN. Nous ne sommes pas formés pour être là aujourd'hui en train de discuter sur un podcast, sur un plateau télévisé. Nous, on est des scientifiques, donc on sait parler à des scientifiques, on utilise un langage de scientifique, on est capable d'expliquer des choses par rapport aux chiffres, par rapport à du quantitatif. On n'est pas forcément formé pour parler d'une façon qui est ni compréhensible, ni en fait qui revient sur... Pour nous, c'est tellement évident. Les choses sont évidentes, on ne va pas les expliquer. Le fait qu'il y ait des problèmes des systèmes de validation, le fait qu'il y ait des systèmes de safety, pour nous, ça fait partie de la façon dont on fonctionne. En fait, il aurait fallu qu'on se mette dans une situation de naïveté. On comprend que la personne en face n'a pas forcément toute la connaissance qu'on a et qu'on redevienne en fait capable d'expliquer le processus entier. Et ça, je pense que d'une façon générale, nous n'expliquons pas comment les médicaments sont formés, nous n'expliquons pas comment les processus d'une société pour nous protéger sont en place. Moi, je ne comprends même pas comment c'est pas des phénomènes qui sont expliqués à l'école ou à l'université. Ça devrait être la connaissance de tout citoyen, d'avoir le droit de comprendre les systèmes qui les protègent et pourquoi le médicament que je prends ce matin pour l'allergie, comment il a été fait, quels sont les systèmes de sécurité. Je pense que ça devrait faire partie de l'éducation de tout citoyen
qui peut-être me permettrait, dans le système d'urgence, d'avoir plus de confiance de la société. Alors, vous êtes immunologiste, donc vous travaillez sur le système immunitaire. C'est quoi le système immunitaire? Ça permet de défendre en cas d'infection, mais pas que. On va beaucoup plus loin aujourd'hui. Et comment vous avez choisi cette spécialité? Alors moi, je suis arrivée sur l'étude du système immunitaire au travers de la recherche sur les maladies infectieuses. J'ai toujours été fascinée par la relation entre les microbes et le système immunitaire. Mais en fait, ce qui me fascinait, c'est qu'un microbe puisse arriver dans votre peau, dans votre intestin, des fois dans votre cerveau, comme la toxoplasmose par exemple, et vivre toute sa vie en pleine tranquillité. Pour moi, c'était absolument fascinant. Comment un microbe peut nous infecter et devenir en fait un compagnon de notre vie. Et ce phénomène, ça a été vraiment une grande question pour moi, de comprendre comment ça se passait. Et en fait, j'ai pu découvrir, au travers de ces recherches, que le système immunitaire, quelque part, non seulement pouvait défendre, mais quelque part pouvait aussi aider des microbes à rester avec nous. Et c'était cette espèce de langage duel du système immunitaire qui m'a toujours fascinée. Et puis quand j'étais étudiante, je me rappelle qu'il y avait cette vision d'un système immunitaire qui était un système de défense. C'était un système qui était vu vraiment d'une façon très militaire. Il était là pour attaquer. Et en fait, le travail qu'on a fait avec d'autres, c'est de comprendre que le système immunitaire est beaucoup plus complexe que ça. En fait, c'est un système dans lequel nous avons plein de cellules qui peuvent se démultiplier, aller dans tous les tissus, et qui en fait règlent l'équilibre de notre corps. Ça semble un petit peu zen tout ça, mais c'est très vrai. Par exemple, si vous avez une coupure dans votre peau, par exemple, les cellules immunitaires vont venir immédiatement pour sauver la peau et en fait aider la réparation tissulaire. Si vous avez un problème, par exemple, d'anxiété, c'est aussi contrôlé partiellement par le système immunitaire. Si vous avez un problème métabolique, le système immunitaire est là aussi pour le réguler. Donc le système immunitaire, de façon très intéressante, gère des problèmes divers et variés, que ce soit une infection, que ce soit un problème métabolique, que ce soit une coupure, que ce soit une inflammation. Alors, vous avez travaillé également sur le microbiote, ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Il y a eu d'ailleurs une jeune étudiante qui en a fait un best-seller à une époque, une jeune Allemande. C'est quoi le microbiote? Un microbiote, ce sont des microbes qui existent, qui ont coexisté avec nous depuis toujours, qui existent dans tout le monde vivant. Et en fait, votre microbiote et le mien, on l'a acquis à notre naissance. C'est notre maman qui nous l'a donné au moment de la naissance. Elle vous donne le premier microbiote qui devient celui qui va coloniser votre peau, votre intestin, vos yeux, votre poumon, toutes les surfaces de votre corps. Et le microbiote, ce sont des microbes très divers. Il y a des virus, des bactéries, des sortes de petits protozoaires. En fait, ils sont très divers. Il y a même des vers, en fait, qui sont partie du microbiome. Et ça, c'est un écosystème immense. En fait, il y a plus de cellules dans ce microbiote qu'en nous-mêmes. Et en fait, ce qui veut dire qu'on a maintenant tous ces microbes qui vivent avec nous d'une façon très en coexistence et qui sont là pour nous aider. Donc ces microbes, ils font plein de choses. Ils aident, par exemple, la digestion, mais plus que ça. Ils produisent des vitamines. Ils contrôlent la régénération tissulaire. Ils contrôlent même notre anxiété. Il a été montré, par exemple, que certains types de microbes peuvent en fait produire des molécules qui en fait ont les mêmes propriétés que des neurotransmetteurs, donc des molécules qui communiquent avec nos neurones. Le microbiote, c'est une capacité extraordinaire d'adaptation. Nos gènes ne peuvent pas s'adapter tout le temps. On a des gènes assez fixes, on doit vivre avec. En fait, ce sont nos gènes mobiles. On utilise notre microbiote pour s'adapter à une nouvelle nourriture, à un environnement. C'est en fait comme on appelle un génome qui bouge tout le temps et qui s'adapte. Vous avez fait une partie de vos études en Algérie, Yasmine Belkaïd, puisque vous avez 3 nationalités, algérienne, française et américaine. Quel a été votre parcours et qui vous a donné cette envie de faire des sciences? Vos grands-mères, je crois. Oui, mes grands-mères ont été extrêmement inspirantes. J'avais une grand-mère qui était pharmacienne, donc ma maman est française et donc ma grand-mère était pharmacienne et elle avait un laboratoire, elle connaissait les plantes, donc j'adorais en fait. J'adorais être dans son laboratoire, faire des petites expériences, aller avec elle dans les forêts, regarder les plantes. Et mon autre grand-mère algérienne, elle aussi, comme c'était vraiment plus des médecines traditionnelles, il y avait aussi ce côté de relation entre la plante et la médecine qui me fascinait. Et puis les deux avaient été des femmes très fortes, très indépendantes et qui avaient aussi ce désir de pousser vers l'éducation et la force de l'éducation. Donc j'ai eu vraiment des modèles extraordinaires de femmes, non seulement qui étaient curieuses, qui étaient engagées, qui pensaient à la médecine, mais qui étaient aussi des femmes très fortes.
Vous avez suivi vos études jusqu'à la maîtrise, je crois, une maîtrise de biochimie à Alger. Oui. Et ensuite, vous êtes venu à Paris. Pour quelle raison vous êtes venu à Paris? C'est parce que c'était un moment difficile en Algérie à ce moment-là? Oui, c'était un moment très difficile. Donc, moi, je pensais rester en Algérie. C'était vraiment le pays, c'est mon pays et c'est dans lequel j'avais grandi. J'avais fait de la biochimie, je travaillais à l'Institut Pasteur en tant qu'étudiante. Je me voyais bien, en fait, avoir un laboratoire à l'Institut Pasteur d'Alger. Je travaillais sur les maladies parasitaires, certaines qui étaient très importantes en Algérie. J'avais aucune intention de partir. Et évidemment, la décennie noire en Algérie a rendu les choses très difficiles. Ça a été un moment de grande tension, ça a été un moment dans lequel l'université a fermé, dans lequel les possibilités, en fait, d'avoir une thèse devenaient impossibles. Et c'est à ce moment-là que je suis partie en France, oui. Votre père était engagé politiquement en Algérie. Il a été assassiné durant cette décennie noire. Oui. Qu'est-ce qui vous a appris, votre père? Mon père m'a appris que il disait toujours que les batailles qu'on perdait étaient celles qu'on n'engageait pas. Mon père m'a appris à ne pas à avoir peur, mais à aller de l'avant. Mon père m'a appris à vivre une vie en adéquation avec ses valeurs. Heu, en tout cas, je ne sais pas s'il me l'a appris, mais il m'a montré ce que c'était que le courage. Donc oui, il m'a appris immensément et il y a peu de jours où je ne pense pas à lui. Et c'est lui qui vous a poussé à venir jusqu'à Paris pour faire vos études avec votre famille? Oui, bien sûr, je pense qu'il nous a poussés, il nous a surtout protégés, à l'époque. Lui, il est resté en Algérie à ce moment-là. Oui, il voulait le mieux pour nous tous. Il voulait une vie, avec un sens. Il parlait toujours, en fait, de s'engager. Il parlait, d'un métier dans lequel on s'engage. Pour moi, la façon dont je me suis engagée, c'était au travers de la science. Mais cette notion d'une vie engagée, était très importante dans ma famille. Et ça m'a énormément inspirée et ça m'a poussée à aller de l'avant. Donc vous êtes venu faire votre doctorat en France, à l'Institut Pasteur, justement, que vous retrouvez aujourd'hui. Ensuite, vous êtes parti faire un post-doctorat donc aux États-Unis. Vous pensiez aller aux États-Unis pour y rester 30 ans ou pas du tout? C'était pour vous un passage C'était un passage, c'était un moment, donc j'avais j'ai un petit garçon à l'époque, je suis partie avec mon fils, toute seule aux États-Unis d'ailleurs, je pensais passer 2 ans, revenir et puis, voilà, 30 ans plus tard, j'y étais encore avec un petit garçon qui était devenu un homme, voilà. Et est-ce que on se dit partir seul aux États-Unis avec son petit garçon quand on est une scientifique, c'est pas forcément une chose évidente, surtout quand on sait que dans le monde de la science, il y a très peu de femmes. Comment vous avez réussi à trouver votre place? C'est facile de trouver sa place dans la science parce que, je suis arrivée dans un environnement dans lequel on était des gens du monde entier. Et cette place, on la trouve parce que la science, c'est en fait une communauté très particulière. Les difficultés dans une carrière de science, on les trouve un peu plus tard, mais quand on est au niveau étudiant ou au niveau postdoc, c'est vraiment des communautés extrêmement fortes, qui viennent du monde entier, qui sont extrêmement qui s'aident les uns les autres. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée aux États-Unis, d'avoir reçu beaucoup d'aide de collègues, d'amis du laboratoire, qui étaient là pour faire du babysitting de mon fils quand il y en avait besoin. Il y avait vraiment une grande solidarité entre nous, qui nous a permis vraiment de fonctionner, de se développer. Donc les laboratoires, c'est quelque chose de très particulier avec des gens qui sont tous un peu orphelins, parce qu'on vient tous du monde entier, et on est très solidaires les uns des autres. Mais est-ce que vous avez subi aussi ce que subissent beaucoup de femmes parfois dans le monde médical ou lorsqu'on est scientifique, du sexisme dans vos laboratoires? C'est intéressant. Je ne l'ai pas du tout subi de mon directeur de thèse, qui était une femme merveilleuse, mais je l'ai subi en France. Je me rappelle, quand j'étais enceinte de mon fils, donc j'ai eu mon fils pendant ma thèse, je suis allée à mon école doctorale pour demander une extension de 6 mois de ma thèse et la personne qui était en charge de l'école doctorale m'a dit: «Ça n'est pas mon problème». Voilà, donc c'était le genre d'opinion et ce genre de choses qu'on entendait et que j'ai entendu. Et puis j'ai pas forcément après, une fois que je suis partie dans l'enthousiasme les choses n'étaient pas forcément très difficiles. Les choses sont devenues un petit peu plus difficiles à l'étape d'après. Quand, j'ai commencé à progresser et que j'ai commencé à voir, en fait, ce qui se passait. La façon dont peut-être les promotions se passaient, la façon dont
on identifiait plus facilement le leadership masculin que celui féminin, dans lequel on ne voyait pas forcément une femme dans une position de leadership et dans lequel, quelque part, ça nous mettait dans une situation où nous, on ne s'engageait pas. Donc, j'ai commencé à voir des freins plus j'ai progressé en sciences. Mais je pense qu'au début de ma carrière, à part quelques commentaires un petit peu déplacés comme celui que j'ai eu avec ce directeur de programme de thèse, j'ai pas du tout vécu ça parce que j'étais dans une communauté de gens qui étaient comme moi, du monde entier. Et en fait, on n'a pas forcément vécu ça. C'est après. Vous pouvez nous dire ce que vous avez fait, la première chose que vous avez décidé lorsque vous êtes arrivé DG de l'Institut Pasteur? Ouais, j'ai fait pas mal de choses, mais je crois qu'une des premières choses, ça a été de m'engager pour être sûr qu'il y ait une équité dans notre direction. Donc, une des premières choses que j'ai fait, c'est de créer de l'équité au niveau homme-femme, au niveau de notre direction et de monter aussi un programme de diversité et d'inclusion à Pasteur. Parce que vous vouliez là aussi protéger ces jeunes femmes qui s'engageaient dans la science? Oui, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de fragilité, beaucoup d'émotions. Je l'ai vu sur des jeunes femmes qui semblaient un petit peu perdues et j'avais vraiment compris qu'il était très important d'envoyer des messages forts. De prendre une position comme celle que j'ai prise à l'Institut Pasteur fait partie de ça. Je veux dire, d'avoir que les gens nous ressemblent un petit peu dans des positions qui sont des positions de leadership. Et je l'entends souvent de jeunes femmes à l'Institut Pasteur qui me disent ça, à quel point le fait que je suis là fait une différence pour elles. Donc oui, d'avoir des messages forts, d'être sûr que dans nos directions, nous avons une équité, que les gens puissent s'identifier dans des positions de carrière, c'est important. Et parce que vous êtes la deuxième femme à prendre cette place à l'Institut Pasteur de directrice générale. Donc c'est vrai que ça a été dirigé que par beaucoup d'hommes avant vous, puisqu'il y a eu 17, je crois, directeurs de l'Institut Pasteur. En commençant par Pasteur. Pardon. En commençant par Pasteur lui-même. En commençant par Louis Pasteur lui-même, oui, exactement, en 1887. Oui. Et donc, voilà, vous aviez envie d'apporter c'est un peu votre patte? Oui, et c'est un de mes pactes, mais d'une façon plus générale, c'est aussi un pacte pour protéger la jeunesse scientifique, protéger une communauté scientifique diverse, protéger les femmes en sciences. Moi, je me suis beaucoup engagée dans ces missions lorsque j'étais aux États-Unis. J'ai été très engagée justement dans les formations, dans l'empowering de jeunes scientifiques, dans l'accompagnement, le mentorship. J'ai toujours été très passionnée par des choses que je n'avais pas forcément comprises moi-même ou que je n'avais pas forcément reçues. Et j'ai pu voir la différence que ça pouvait faire. De s'engager, de croire en quelqu'un, de devenir un avocat pour quelqu'un. Et je pense que ça nous fait grandir. Moi, je pense que c'est une des missions que j'aime le plus. Et c'est vrai que c'était une des missions que je voulais apporter à l'Institut Pasteur. Comment attirer les jeunes femmes dans les filières scientifiques, puisque je crois que seulement 33% d'étudiantes sont dans les filières scientifiques, en tout cas pour les sciences fondamentales? Alors les jeunes femmes sont là, notamment en biologie. C'est plutôt de les retenir qui est le problème. Parce qu'elles sont là dans les laboratoires. Elles sont étudiantes, elles sont post-doc. Le problème, c'est que plus on monte, moins elles sont là. Donc, c'est pas une question de les attirer. Elles sont là, avec leur passion, avec leur brillance, avec leur enthousiasme. Aucun problème. Mais quelque part, along the way, doucement, doucement, il y a une forme d'érosion et une forme d'attrition qui fait qu'on a de moins en moins de femmes à des positions de responsabilité. On est dans un système dans lequel, au niveau professeur ou au niveau de système de direction, il y a beaucoup moins de femmes. Donc, c'est cette attrition sur laquelle il faut travailler. C'est pas en fait de les attirer, c'est de les retenir. Et alors, quelle est la solution, par exemple, chez Pasteur? Qu'est-ce que vous décidez pour les faire monter dans les hautes sphères de Pasteur? Donc la bonne nouvelle qu'on a, c'est que on est en train, en tout cas, en ce moment, de recruter autant de femmes que d'hommes dans les laboratoires au niveau des positions indépendantes. Donc on voit en fait que les femmes sont en train de s'engager. Il faut juste être là pour les recevoir. Il y a vraiment. Donc on est dans un moment dans lequel, par exemple, les recrutements qu'on fait pour de jeunes scientifiques qui vont devenir en fait capables de diriger une équipe indépendante. Aujourd'hui, nous sommes vraiment à parité, complètement. Donc, c'est d'être là, d'être sûr qu'on donne des programmes de mentorship pour hommes et femmes d'ailleurs, mais aussi d'être sûr qu'on encourage les gens pour qu'ils s'engagent, qu'ils deviennent indépendants, qu'ils montent. Et puis justement, de les accompagner. Je pense que des fois, c'est simplement de dire à quelqu'un, mais je crois en toi, tu es absolument faite pour ce job. Très souvent, et je l'ai vu dans mes positions avant, lorsque j'avais encore plus d'étudiants, souvent les femmes arrivaient chez moi en me disant, oui, mais si j'ai de la chance, j'ai peut-être pas ce qu'il faut, etc. Et en fait, la réalité, j'ai regardé les choses en me disant, mais j'ai cette femme absolument magnifique en face de moi, avec absolument tout ce qu'elle a pour réussir.
qui me parlent comme ça. Et donc, j'ai commencé à leur parler plus comme un coach, en leur disant, bon, quand tu seras indépendante, Et ce que j'ai toujours adoré, c'est le moment où c'est elles qui ont commencé à dire quand. Et généralement, je dis rien dans ces cas-là, mais il y a toujours un petit moment dans lequel elles changent, et c'est elles qui commencent à dire quand je serai indépendante, quand j'aurai mon laboratoire. Donc, il faut aussi devenir un peu plus un coach. Je pense que de façon générale, quand on croit dans les gens, il faut leur dire qu'on croit en eux. Il faut être juste une force positive. Aujourd'hui, vous êtes donc directrice générale. Ça ne vous manque pas, le laboratoire? Alors, je crois que vous avez quand même gardé une équipe, ce Oui. qui est rare. Les autres directeurs de Pasteur n'avaient pas forcément une équipe. Vous continuez. Oui, oui, j'ai C'est un important. laboratoire. C'est important d'avoir encore les mains dans la recherche et pas simplement dans un poste administratif. Pour moi, c'est de la survie, hein, honnêtement. Donc, je suis scientifique. Donc, je suis devenue directrice parce que je suis scientifique et que je veux protéger la recherche. Je ne veux pas me transformer en quelque chose d'autre. Et je pense que d'être une scientifique, j'espère, va me permettre de rester complètement humble par rapport à ma position et aussi plus capable de comprendre les réalités de la vie d'un scientifique. J'ai peur, en fait, que des gens qui se détachent complètement d'une réalité du quotidien de la science peuvent en fait perdre un peu une connexion avec ce que ça veut dire et comment les protéger. Et puis honnêtement, je crois que j'en ai besoin pour ma santé mentale. Je suis une scientifique, j'ai besoin en fait de me replonger dans la magie de la science, de la découverte. Et puis il y a des choses qui me fascinent. En ce moment, on est en train de pousser beaucoup la recherche sur la santé de la femme, sur la santé de la mère et de la femme, de l'enfant, sur la grossesse, sur la lactation, de comprendre comment le système immunitaire aide les process de transformation pendant la grossesse et la lactation. Donc, il y a des choses qui me fascinent. Et puis, j'ai envie de continuer à former des jeunes scientifiques qui vont devenir indépendantes et indépendants. J'aime en fait cette transmission, j'aime voir les gens grandir scientifiquement, ça me nourrit énormément. Pasteur, pour vous, ça représentait quoi l'Institut Pasteur? Pasteur, c'est un mythe. Si on m'avait dit il y a 30 ans que je serais là aujourd'hui, je n'aurais jamais pu croire ça. Pasteur, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord un symbole qui est connu dans le monde entier, qui représente, qui a poussé la science. L'Institut Pasteur a sans doute fait plus pour la recherche que n'importe quel organisme de recherche au monde. Il y a de la confiance dans cette maison de la société. C'est une maison de recherche indépendante qui a été montée sur la philanthropie, qui reste indépendante. On croit toujours qu'on fait partie du gouvernement. Pas du tout. C'est une fondation à but non lucratif. C'est une fondation qui a créé un réseau international d'instituts dans le monde entier qui reste aujourd'hui en communication, en collaboration. C'est l'excellence scientifique, c'est la formation. On oublie aussi souvent que l'Institut Pasteur forme beaucoup, beaucoup de scientifiques. Il y a des milliers de scientifiques formés par l'Institut Pasteur. Il y a des gens qui ont été formés dans le monde entier. Donc, il y a une dimension d'éducation, de transmission. L'Institut Pasteur, c'est l'invention de la recherche moderne, dans lequel c'est une recherche à impact qui développe des produits qui nourrissent au travers des patentes la recherche elle-même. C'est une recherche. L'Institut Pasteur a été fondé sur des principes très modernes, qui restent vraiment dans sa réalité. C'est dans lequel il y a eu un mélange d'éducation, de science, de développer des produits, de relations avec l'industrie. Et ça reste vraiment, c'était l'invention de la recherche telle qu'elle est aujourd'hui. D'ailleurs, on devient pastorien ou pastorienne. Alors, vous êtes une pastorienne. Oui, je suis une pasteurienne. Donc, oui, ils s'appellent comme ça. Dans leur pays, dans le petit pays du 15e, les gens, et même dans le monde entier, dans les instituts, les gens s'appellent les pasteuriens et les pasteuriennes. Oui. Il y a un très fort sentiment d'attachement. C'est très touchant de voir à quel point les gens de l'Institut Pasteur aiment cette maison. Un amour profond. C'est pas une maison qui c'est pas un institut de recherche classique. C'est vraiment une mission. Et ouais. Vous le disiez, c'est une œuvre philanthropique Oui. qu'avait voulu Louis Pasteur pour que la science puisse rester indépendante, libre. Oui. Alors, vous avez quand même quelques dotations du gouvernement à hauteur de 16 ou 17%, Mhm. c'est ça? Mais vous vivez des dons. Oui. D'où le Pasteur Don, chaque année en octobre, cette opération pour aller chercher des dons auprès de la générosité du grand public, et vous en avez besoin. Oui. Est-ce que les Français sont de bons donateurs encore pour la science? Les Français ont clairement été de très bons donateurs et nous ont donné une grande confiance. À Pasteur, il y a 200 000 personnes qui contribuent à Pasteur chaque année.
C'est très puissant de se dire que 200 000 personnes, dans la mesure de leurs moyens, qui parfois ne sont pas des grands moyens, mais ils vont donner avec régularité, avec affection, de voir en fait la relation entre les gens qui donnent à Pasteur et l'Institut, c'est très très impressionnant. Moi, je sais que de rencontrer les donateurs, c'est un moment très émotionnel pour nous tous et pour le campus et pour nos scientifiques. Donc c'est vraiment une relation de confiance. L'Institut Pasteur appartient à la société. C'est vraiment une institution qui est au service et qui appartient et qui nous permet de rester indépendants. Et dans le monde tel qu'on le vit aujourd'hui, un monde dans lequel la liberté académique est compromise, un monde dans lequel on peut voir qu'aux États-Unis, l'idéologie peut interrompre des trajectoires scientifiques. D'avoir une indépendance scientifique, c'était important avant, aujourd'hui c'est vital. Donc, cette structuration de l'Institut Pasteur, cette indépendance, le fait que nous soyons en fait, que nous répondions à une société qui a besoin de l'Institut Pasteur et qui nous finance, c'est une indépendance qui nous permet d'être au service de la société. Alors vous le dites aussi, la science n'est pas une opinion. Oui. La science n'est absolument pas une opinion. La science, c'est la rigueur, la méthode scientifique, c'est la pensée collective de scientifiques qui ont cross-validé des informations, c'est ce qu'on appelle le peer review, dans lequel nous sommes capables de juger les autres et je peux vous assurer que lorsqu'on essaie de faire passer un papier, on est extrêmement jugé. La science, c'est pas du tout une opinion. Et en fait, ce sont des faits qui sont en fait validés, cross-validés, vérifiés et partagés d'une façon objectives avec le public et qui peuvent devenir la source maintenant de décisions. La science peut se tromper. La science, c'est pas la science qui peut se tromper, c'est l'interprétation de la science. Mais la science, l'individu est faillible, pas la science. Une personne peut se tromper. Une personne de temps en temps, mais peut-être pas honnête, ça arrive. Mais la science est honnête. La science est un système du collectif. Une erreur, elle va être éliminée du système parce qu'il y a des cross-validations. Donc la science est objective. L'individu est faillible. C'est pour ça qu'on a besoin de sociétés dans lesquelles nous avons beaucoup de gens qui travaillent ensemble, beaucoup de gens qui vérifient ce qui se passe. La science ne se trompe pas. L'interprétation d'un résultat peut être faux. Les États se désinvestissent de plus en plus de la recherche. Les budgets diminuent d'année en année. Ça pose un vrai problème, surtout quand on doit se mobiliser et être très fort pour se défendre, parce que c'est aussi une arme. On l'a vu dans d'autres siècles. La science peut devenir une arme aussi pour sauver des soldats, par exemple. C'est ce que vous disiez à ces historiens de Blois. Donc, on a besoin de budget pour nourrir les scientifiques et qu'ils puissent faire leurs recherches. Alors que tous les États, on a l'impression que tout le monde se désengage des budgets de la recherche. À un moment où on en aurait peut-être le plus besoin. Oui, vous avez tout à fait raison, mais ça revient peut-être justement au début de notre conversation. Si on ne comprend plus l'urgence de l'importance de la recherche, si on ne comprend plus en fait la nécessité de protéger le temps long, une découverte, elle doit être nourrie. Entre le moment où un petit étudiant dans un laboratoire a travaillé et a découvert quelque chose, et ensuite, quand 30 ans, 40 ans plus tard, cette petite découverte magique est devenue quelque chose d'autre. Il a fallu protéger un système. Si on va dans l'immédiat, si on va d'une élection à l'autre, on va oublier complètement la nécessité de protéger ce temps long. Et l'absence de connaissance du processus de recherche, la fragilité de ne pas maintenir un investissement continu n'est pas racontée. Aujourd'hui, lorsqu'on diminue les fonds de la recherche, on diminue en fait un investissement sociétal depuis des décennies. Lorsque l'on interrompt ce processus de la recherche, c'est un investissement collectif qu'on a fait dans une société qu'on va détruire. Ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est des 60 ans, 70 ans d'investissement qui est en train d'être détruit d'une société. Cet investissement, il doit être continué et maintenu. C'est cet investissement qui nous permettra de trouver les médicaments de demain, qui permettra un jour qu'il n'y ait plus de cancer incurable, comme nous l'avait dit Alain Poussu récemment dans une interview. Oui, on arrivera à ce moment-là, mais il faut continuer ce travail, il faut protéger nos scientifiques, il faut leur donner des conditions de travail qui soient respectueuses. La France est le pays à haut niveau économique qui investit le moins en recherche fondamentale, qui paye le moins ses scientifiques. Et je pense que pour un pays aussi grand que la France, il faut peut-être regarder ça en face. Vous auriez pu aux États-Unis y rester et avoir un pont d'or, parce que justement les scientifiques sont mieux payés s'ils partent aux États-Unis. Mais là, les scientifiques qui sont en France ne vont pas partir. Ils peuvent plus partir aux États-Unis. Donc, comment allez-vous faire pour à la fois les motiver
pour qu'ils puissent rester dans leur poste, surtout les jeunes scientifiques, s'il n'y a plus les fonds nécessaires. Et avec toutes les maladies qui peuvent aussi émerger, et on le voit avec le réchauffement climatique, il y a de nouveaux microbes qui vont émerger, de nouveaux virus qui vont certainement apparaître. Comment allons-nous faire? Nous, on fait ce qu'on peut dans la mesure d'une institution, mais on n'est pas les seuls. Je veux dire, on est beaucoup d'institutions à se mobiliser pour être certain qu'on recrute de jeunes scientifiques, qu'on les garde, qu'on les forme, qu'on leur donne de belles conditions de travail. Mais hélas, on ne peut le faire que pour une toute petite fraction de ces scientifiques. Et je pense qu'on perd beaucoup de Mozart dans tout ça. Il y a beaucoup de gens en fait qui disparaissent et qui ne peuvent pas justement avoir ces positions. Et moi, je pense à toutes les découvertes perdues, je pense à tous les esprits extraordinaires qu'on n'est pas capable de garder. Nous perdons beaucoup d'investissements de société, beaucoup de créativité, parce qu'on ne peut pas justement les accueillir, parce qu'il n'y a pas assez de positions. Donc on fait tous les uns et les autres ce que l'on peut, de créer des positions, de créer des espaces de liberté, de découverte pour nos scientifiques. Beaucoup d'institutions le font, mais hélas, il y a très très peu de positions pour des jeunes scientifiques indépendants, et il faut qu'on se batte de façon collective pour le faire. Alors on est en train de travailler avec d'autres instituts, comme Imagine et Curie, pour aussi recruter des gens ensemble. Comment est-ce qu'on peut joindre nos forces justement pour donner plus de positions à plus de gens? On essaie d'être créatifs, et puis aussi d'obtenir de la philanthropie pour recruter des gens, d'obtenir des fonds internationaux. On travaille aussi pour des fondations internationales pour trouver des fonds. Donc on essaie d'être le plus créatif possible, mais évidemment, on n'arrive pas à garder autant de gens qu'on pourrait le faire. Ouais. Vous vous transformez en chercheur d'argent, chercheur. Oui, oui. Aujourd'hui, aujourd'hui, de toute façon, pour la Ça science, fait partie de votre métier ça aujourd'hui. fait partie de mon métier. La créativité, la science, c'est très cher. Il faut toujours être sûr d'avoir une science d'excellence. Il faut être toujours investir dans la recherche, investir dans les fonds. Et oui, une grande partie de mon travail, c'est ça. C'est de développer des relations aussi avec de l'industrie, de développer des relations dans la philanthropie, d'être créatif, de trouver de nouveaux programmes de recherche, de développer de nouveaux partenariats avec des institutions étrangères, en Angleterre par exemple avec Oxford ou avec d'autres avec lesquels nous sommes en train de monter des partenariats. Donc oui, c'est ça aussi, c'est construire des liens, construire des connexions, construire des communautés qui vont nous permettre aussi d'être là et de réagir d'une seule voix. La science, c'est construire des liens et protéger des liens de confiance. Dans un monde qui se fragmente, plus que jamais, il faut qu'on construise des liens de confiance. On ne pourra pas réagir seul. L'Institut Pasteur ne réagira pas seul à la prochaine crise, comme il ne l'a pas fait d'ailleurs avant. On réagit ensemble. Donc plus on investit sur ces connexions, plus on forme des jeunes scientifiques dans le monde entier qui deviennent en fait des liens, plus on sera capable de réagir d'une façon importante aux prochaines crises et aux crises qui existent aujourd'hui. Là, j'imagine que vous avez vu cet oncologue espagnol qui a réussi à guérir une souris du cancer du pancréas. Ça a fait un petit peu le buzz sur les réseaux sociaux parce qu'il n'a pas les moyens d'aller plus loin et de faire un essai clinique. Alors, entre la découverte fondamentale et l'essai clinique, on parle de millions, voire de milliards. Donc là, faire des essais cliniques, ça reste quelque chose d'extrêmement compliqué, puisque la découverte, quand on commence d'une façon expérimentale, il faut ensuite faire un produit qui va peut-être maturer, ensuite il va pouvoir... Donc là, c'est aussi, on parle d'une relation fondamentale entre la recherche fondamentale et la translation de cette recherche vers ce que va devenir un produit. Des fois, ça passe par la création d'une start-up. Après, cette start-up ou cette idée peut être récupérée par une compagnie. Et ensuite, un essai clinique peut arriver. Mais on parle de entre la découverte et ça, peut-être 10 ans à 20 ans. Donc oui, il faut absolument qu'on crée ces liens de façon très fluide. Ce qui va être le plus important, c'est aussi les vaccins. Faire un vaccin, c'est très bien, mais ensuite, il faut qu'il devienne un produit. Donc de trouver des bons partenariats industriels pour être sûr que nos découvertes ne restent pas enfermées dans nos frigos, c'est un challenge très très fort en science. Et il y a beaucoup de découvertes qui n'arriveront jamais à maturité parce qu'il n'y a pas les moyens de faire mûrir cette idée jusqu'au moment où elle va pouvoir devenir un produit. Oui. Mais vous pensez que c'est un moyen aussi d'alerter le grand public, de faire ce qu'a fait cet oncologue en diffusant cette petite vidéo pour dire voilà, j'ai fait cette découverte, mais je ne pourrais peut-être pas aller plus loin parce qu'on n'a pas l'argent pour le faire. Est-ce que ça passe par là aussi pour sensibiliser le public? Oui, je pense que c'est très bien qu'on dise qu'il faut aller de l'avant, qu'il y a de l'espoir et que justement il faut protéger la recherche et il faut être sûr que des chercheurs qui font des belles découvertes puissent justement accompagner ces belles découvertes vers des produits. Il y a en fait aussi un autre élément qui est qu'avant, c'était un petit peu plus simple pour un chercheur d'avoir une découverte qui puisse être prise par une compagnie qui va faire des essais cliniques. Aujourd'hui, de moins en moins d'argent est investi pour justement cette maturation du produit. Et ça reste en fait
c'est vraiment le scientifique maintenant qui doit le faire. Il n'a pas les moyens de le faire. Donc, on a une espèce de zone au milieu dans laquelle il y a une découverte. Peut-être un jour, il y aura un produit, mais il y a de moins en moins de ressources pour que ce produit devienne, on le teste pour voir s'il peut peut-être devenir un médicament. On appelle ça la dead zone. Et ça devient un vrai problème dans lequel ni les gouvernements, finalement, ni les compagnies n'investissent là-dedans. Donc, il y a vraiment une réalité dans laquelle on devient... Beaucoup de découvertes ne vont pas arriver à l'étape d'après. Donc, on le fait à l'Institut Pasteur. On investit justement dans cette étape du milieu. Mais on peut le faire pour certains produits et pas tous. Donc là, il y a un vrai problème de traduire la recherche fondamentale en ce qui peut devenir une thérapie. Et oui, il faut plus de ressources. Il faut plus de ressources à chacun des niveaux. Il faut protéger la recherche fondamentale, trouver des ressources pour aider justement ces découvertes à devenir peut-être une réalité. Et puis, bien entendu, des essais cliniques. Mais les essais cliniques, en général, sont ceux qui sont portés par des compagnies et non pas... C'est très rare que des essais cliniques soient en fait faits par des gouvernements ou par des fondations. Il y a une augmentation des cancers, notamment des cancers précoces chez les jeunes. Comment vous expliquez cela et comment allons-nous y faire face ? Alors, d'une façon globale, il n'y a pas forcément une augmentation des cancers, mais certains types de cancers sont en train de devenir beaucoup plus importants chez les gens jeunes. Par exemple, le cancer du côlon. Le cancer du côlon était une maladie de la personne âgée, jusqu'à relativement récemment. Et en fait, il y a une accélération des cancers du côlon chez les jeunes. Certains types de cancers agressifs du sein peuvent aussi devenir de plus en plus fréquents chez les personnes jeunes. Donc, on est en train de voir un changement du type de cancer et qui a des cancers. Alors, pourquoi ? Donc, c'est évidemment un phénomène qui est imposé par l'exposome, c'est-à-dire ce que l'on vit. C'est-à-dire les types de produits auxquels nous sommes exposés, le type d'infection, le type de nourriture. Et le travail qui est fait aujourd'hui par beaucoup de chercheurs dans le monde, que ce soit des chercheurs fondamentaux ou des épidémiologistes, c'est de mettre toutes nos forces ensemble pour comprendre quels sont les éléments qui ont changé la physiologie humaine pour accélérer ces cancers. Et donc, il y a de grosses études qui sont en train d'être faites aujourd'hui pour comprendre comment la nutrition même de la mère, avant même la naissance de l'enfant, peut changer les tissus et peut-être prédisposer à des cancers, comment l'exposition à des polluants, comment les plastiques qui peuvent rester de façon permanente dans nos tissus contribuent. Donc il y a toute une étude épidémiologique et puis une étude expérimentale pour essayer de comprendre. Et en fait, c'est le futur de la recherche en général va être de découvrir le pourquoi. Quand on comprend le pourquoi et qu'on comprend le mécanisme du pourquoi, on peut vraiment faire de la prévention. Donc le but de tout ça, c'est bien entendu de traiter les cancers, mais surtout de les prévenir. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un moment dans lequel on réalise que notre exposome, nous avons changé notre physiologie parce que nous avons changé ce qui nous entoure, changé notre microbiote, notre alimentation, les polluants. Tout ça a changé en fait notre physiologie et crée en fait de nouvelles pathologies qu'il va maintenant falloir pouvoir prévenir en comprenant quels sont les éléments à éliminer très tôt dans la vie pour ne pas avoir à subir ces maladies très graves et parfois irréversibles. Alors, vos pairs disent aussi de vous que vous êtes une leader visionnaire. Comment vous voyez l'avenir, Yasmine Belkaïd ? Si je pense à la science, je le vois avec immensément d'optimisme. Quand je pense à la science. Quand je pense à la science, je pense à ce que j'ai pu voir depuis 30 ans. De pouvoir voir les révolutions scientifiques et de mon vivant, d'avoir pu voir des maladies incurables qui ont été traitées, d'avoir pu voir le changement de la fonction du système immunitaire dans la perception des gens comme aujourd'hui un outil thérapeutique, de pouvoir voir CRISPR qui est en train maintenant de développer des nouveaux outils génétiques qui peuvent permettre d'éditer de façon très précise les génomes. Et ça, venant d'une recherche fondamentale sur l'immunité des bactéries. Enfin, c'est absolument fascinant et magique. Et ça, c'est ce que j'ai vu avant moi. Maintenant, quand je pense aux années à venir, ce que l'on va continuer à voir va être extraordinaire. La combinaison de technologies uniques, la combinaison d'expertise multidimensionnelle, mais aussi d'avoir AI, va nous permettre d'accélérer les découvertes, de développer de nouveaux traitements, de prédire des molécules, d'accélérer le screen de nouvelles molécules. Donc je vois le futur comme de façon magique. Vraiment, sur le succès du passé prédit le futur qui va être un futur extraordinaire au niveau des découvertes. Alors, de temps en temps, je regarde en dehors de mon optimisme et je vois que dans un monde dans lequel la relation scientifique sont en train de se fragmenter, dans lequel les financements de la recherche sont moins importants, ça m'inquiète.
Et c'est pour ça que je suis vraiment très engagée pour créer de plus en plus de liens et de renforcer nos liens avec d'autres institutions, d'investir beaucoup sur le futur et nos jeunes scientifiques. Parce que je sais qu'ils vont continuer à changer la donne, parce que je le vois tous les jours au travers des découvertes qu'ils font, parce que je suis émerveillée du type de science qui est en train de se développer. Donc, je veux protéger à tout prix ce qu'on est en train de faire. Moi, je vois les traitements de demain. Je vois des maladies génétiques qui n'étaient pas curables traitées. Je vois en fait un monde dans lequel des maladies extrêmement graves, je vois des maladies neurodégénératives qui vont pouvoir être traitées. Donc, je vois un futur dans lequel ce qui nous effraie va pouvoir être contrôlé et contrôlable. Mais il faut qu'on continue à investir, il faut continuer à engager les scientifiques, qu'on protège ces esprits extraordinaires sur lesquels on a collectivement investi. Il ne faut pas laisser partir ces génies. Il faut qu'on les garde dans nos institutions, qu'on continue à leur donner la possibilité de prendre des risques et qu'on les voit découvrir les traitements de demain. Et est-ce que vous voyez une nouvelle pandémie arriver? Ah oui, c'est pas... Bien sûr, d'abord, des épidémies, il y en a tout le temps. On ne les voit pas forcément, mais il y a des petites épidémies qui se produisent, il y a de nouveaux virus qui émergent. C'est évident qu'il va y avoir de nouvelles épidémies, de nouvelles pandémies. Les virus, les bactéries évoluent, ils évoluent de façon encore plus rapide à cause des changements climatiques, à cause des déforestations qui déplacent les animaux, ce qui fait que des pathogènes ou des microbes qui infectaient des animaux peuvent maintenant infecter des humains. Il y a des pressions environnementales, que ce soit des antibiotiques ou des polluants ou des produits chimiques qui, en fait, forcent la génération de microbes qui sont résistants aux antimicrobiens. Oui, nous sommes dans un monde dans lequel les microbes vont continuer à évoluer très vite. Et nous pouvons répondre, et nous pouvons répondre de plus en plus rapidement, mais il faut qu'on reste vigilant, il faut continuer à surveiller, il faut qu'on soit capable de développer des thérapies très rapides, il faut qu'on soit en network, constamment en surveillance, pour être certain qu'on soit dans la prévention et non pas simplement dans la réparation. Et vous aviez estimé que la crise sanitaire avait été plutôt bien gérée, par exemple, ou est-ce que s'il y avait une autre pandémie, on pourrait faire mieux? Et de quelle manière? Je pense qu'elle a été gérée aussi bien que possible. Je pense qu'il y a eu des choses, qui auraient peut-être été mieux, honnêtement, mais je pense que tout le monde a appris. Tout le monde a appris en même temps dans un système horrible qu'on n'avait jamais vécu dans nos vies. Tout le monde a essayé, les médecins ont fait ce qu'ils ont pu. Il y a eu vraiment un moment dans lequel on était tous désarmés et tous à apprendre un nouveau langage. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je pense que si on devait faire un retour d'expérience, on en a appris des choses qu'on pourrait peut-être faire mieux la prochaine fois. Mais je pense que tout le monde a fait ce qu'ils ont pu. Dans un moment de grande confusion, dans un moment dans lequel les gens mouraient, dans un moment dans lequel, à un moment, si vous vous rappelez bien, il n'y avait même pas de masque, il n'y avait même pas de gants. Les infirmiers étaient en train de travailler avec des torchons autour des... Enfin, c'était quand même un moment, on oublie en fait l'urgence dans laquelle les gens ont vécu. On ne comprenait pas forcément est-ce que ces virus sont capables d'être transmis par l'air. On a été vraiment dans un moment d'immense naïveté. Et moi, je pense que d'avoir vu, en fait, tout le monde retrousser les manches, se mettre autour de la table, je pense qu'on a tous fait le maximum dans nos rôles et fonctions. On a appris en même temps que la pandémie se développait. Je pense que si une nouvelle pandémie se reproduisait, on a appris beaucoup. La seule chose qui m'inquiète un peu, c'est que comme on n'a pas continué à investir sur, justement, la préparation aux pandémies, j'espère que la prochaine pandémie, on ne va pas devoir tout réapprendre de façon naïve. On a une mémoire courte, l'être humain, n'est-ce pas? Et on a très vite envie de se séparer du drame et de l'oublier. Mais c'est notre rôle aussi de scientifiques, dirigeants, de garder une mémoire intacte et d'apprendre et de rester vigilant. Et l'émotion, en fait, de ce drame, il ne faut pas que cette émotion nous sépare d'une réalité qui va se reproduire, qui est là. Les virus et les pathogènes continuent à évoluer. Et nous devons rester vigilants et nous devons rester préparés. C'est un peu un rôle de lanceur d'alerte aussi. C'est un lanceur d'alerte, mais de ne pas être complaisant. Je dirais, c'est un monde en évolution rapide. Les changements climatiques nous le montrent. Il y a quelques années, nous n'avions pas de chikungunya en France. Aujourd'hui, on a de chikungunya en France. Le monde change. Les moustiques se promènent tranquillement avec d'un virus à l'autre. De nouvelles pathologies émergent. Les microbes changent. Donc, c'est pas d'être des cris d'alarme, mais c'est d'être vigilant, de rester en situation permanente de surveillance, de maintenir les moyens nécessaires pour surveiller, répondre, d'avoir les formations nécessaires pour les réponses, de ne pas oublier, de se rappeler que nous sommes d'abord, avant tout, des animaux
exposé à un monde qui change de façon rapide, que les virus changent beaucoup plus vite que nous et qu'il est important que nous gardions des gardiens, des gens constamment formés, capables de réagir. Alors, on l'a vu avec le changement de gouvernement aux États-Unis. Est-ce que ça a engendré sur les scientifiques? Est-ce que vous craignez les élections françaises de 2027? Je crains tout changement qui pourrait transformer la science en une idéologie ou utiliser des outils politiques pour censurer la science. Oui, j'ai peur que tout gouvernement qui interférerait avec les valeurs fondamentales de la recherche, ces valeurs étant ouverture, étant maintenir dialogue entre les sociétés, inclusion d'une science qui est ouverte sur le monde et pour tous, d'une science qui est libre. Toutes ces valeurs, si elles sont compromises par un gouvernement, vont nous mettre en danger. Donc oui, je pense que j'ai peur pour ce qui se passe dans le monde d'une façon générale, en France et ailleurs, en Europe. On a encore un moment dans lequel nous avons une protection de ces valeurs fondamentales et j'espère de tout cœur qu'on se rappellera que ces valeurs sont fragiles. J'espère de tout cœur qu'on regardera en face que ce qui se passe aux États-Unis est une fragilisation très rapide de la société qui met en danger les citoyens. On va avoir des enfants qui vont mourir de la rougeole et qui sont en train de mourir de la rougeole aux États-Unis. On a des institutions gouvernementales qui donnent des conseils qui sont à l'encontre de la santé publique. Nos sociétés sont plus fragiles qu'on ne le croit. Nous devons garder des sociétés et des gouvernements qui sont capables d'être au service de tous, qui sont capables d'utiliser nos expertises pour prendre des décisions au service d'une société. Ça pourrait arriver jusqu'en France, ce qui se passe aux États-Unis? J'aimerais croire que non. Mais comme je ne croyais pas que ce qui s'est passé aux États-Unis aurait pu arriver, je pense qu'il faut qu'on reste tous vigilants. Je pense que cela peut arriver en France, en Europe. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit là. C'est pour ça qu'il faut qu'on parle. C'est pour ça qu'il faut que les valeurs que l'on défende soient rappelées, qu'on rappelle leur fragilité, qu'on rappelle les conséquences de ne pas les avoir, que le rôle de la science, c'est de protéger. C'est vraiment de protéger les sociétés, d'être aussi là pour donner des faits qui peuvent s'utiliser pour prendre des décisions rationnelles, et que tout ça, c'est très fragile, et que si on n'a plus un alignement, une adéquation entre les valeurs que porte la science et un gouvernement, on se met tous en danger. Alors, vous le disiez au début, on en parlait au début, votre père était un homme politique. Est-ce que vous avez envisagé, vous aussi, de faire de la politique? Non. Non, je pense que ma valeur, c'est d'être scientifique et de parler au travers de mon expertise. Je pense qu'il y a des gens qui font ça très bien. Par contre, je veux rester en dialogue avec le monde politique parce que je pense qu'il faut qu'on soit en dialogue, il faut qu'on soit à la table, qu'on engage dans des conversations. Mais personnellement, ça n'est pas la direction que j'ai jamais voulu avoir. Je pense que c'est un métier extrêmement difficile. J'aime la réalité de la science, j'aime pouvoir garder mon laboratoire, j'aime garder cette expertise qui me permet de parler au nom d'une expertise que je peux porter. Et j'espère que cette voix, elle peut aider des politiciens à prendre des décisions. Yasmine Belkaïd, de quoi êtes-vous le plus fière? De beaucoup de choses. Je suis très fière de mes enfants. Je suis très fière des gens que j'ai formés. Je suis très fière de tous les jeunes scientifiques qui aujourd'hui continuent à ouvrir des portes scientifiques. Je suis immensément fière de les voir devenir des porteurs. Et en plus, il y a beaucoup de gens que j'ai formés qui sont tellement engagés, tellement impressionnants. Donc de voir en fait cet écosystème de sciences, d'avoir contribué à la croissance de jeunes scientifiques qui continuent à ouvrir des portes scientifiques, j'en suis immensément fière. C'est vraiment, je pense, dans tous les moments de doute qu'on peut avoir, c'est les moments qui me rassurent, c'est les moments dans lesquels je me retrouve. Donc je suis très fière d'avoir contribué à aider des gens à grandir. Vous imaginez votre vie après Pasteur, puisque vous avez un mandat de 6 ans, vous avez déjà réalisé 2 années, il en reste 4. Vous pouvez vous représenter, je crois, pour 4 ans, enfin, vous représentez, je ne sais pas comment,
vous êtes sélectionné. Enfin, c'est compliqué d'arriver DG chez Pasteur. Oui. Est-ce que vous envisagez de continuer, de vouloir continuer, ou vous dites non, c'est bon, après j'arrête? Moi, je pense que je continuerai tant que je sens que je peux apporter le maximum de moi-même. Et puis un jour, vous me retrouvez dans un laboratoire. Ma vie d'après, elle sera au laboratoire, à faire des découvertes, à former des gens. Moi, je continuerai à m'engager avec Pasteur autant que je peux. C'est une maison qui en vaut plus que la peine. Voilà. Parce qu'on ne s'arrête jamais quand on est scientifique. Non. Jamais, en tout cas. Et c'est un des métiers dans lequel les gens ne veulent pas aller à la retraite. Hein. Je veux dire, je sais que des gens se battent pour aller à la retraite, mais en science, c'est pas du tout notre problème. Hein. Les scientifiques ne veulent pas s'arrêter. C'est vraiment une passion. C'est vraiment un scientifique. C'est sa façon d'être. Il se définit. J'ai commencé en disant je suis scientifique. Je pense que je resterai dans mon âme et dans ma identité scientifique jusqu'à la fin de mes jours. Votre père serait fier de vous. J'espère. En tout cas, j'étais très fière de lui. Alors, vous avez terminé votre conférence à Blois par une citation de Pasteur. Et vous avez insisté pour dire elle est toujours d'actualité. C'était: je dirais que 2 lois contraires sont aujourd'hui en lutte. Une loi de sang et de mort qui oblige les peuples à être toujours prêts pour le champ de bataille, et une loi de paix et de travail qui ne songe qu'à délivrer l'homme des fléaux qui l'assiègent. Ouais. C'est la mission, pour moi, c'est ce deuxième aspect, c'est notre mission scientifique. C'est vraiment mon optimisme, il vient en fait de la beauté de ce que veut dire la recherche et pourquoi on la fait. Mon optimisme dans la vie, il vient de ce que je vois au quotidien, de gens qui croient à protéger l'autre, de gens qui vont s'investir toute une vie pour découvrir des traitements. Ça vous rend incroyablement optimiste. Donc, je crois que c'est une balance dans ce monde qui se fragilise, d'avoir ces rêveurs, ces gens qui se battent chaque jour, pour travailler d'une façon très ardue, qui font de gros sacrifices, qui font des formations extrêmement longues, de voir cet optimisme, et pour l'autre, ça me rend immensément optimiste. C'est cette force contraire, cette force opposée, qui, en tout cas, moi, m'anime. Merci beaucoup pour cet entretien, Yasmine Belkaïd. Vous pouvez retrouver ce podcast Experte à la Une sur le compte YouTube de la chaîne TF1 Info, sur TF1+, et également sur toutes les plateformes audio. Et je vais vous demander de signer mon petit livre des experts.